Bonjour à tous et bienvenue. Initié par le gouvernement, le recensement général de la population et de l'habitat 2021 a débuté le 8 novembre dernier et prendra fin le 7 décembre prochain. L'opération a pour objectif de dénombrer la population et de recueillir des données sur chaque ménage en Côte d'Ivoire. Et c'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de suivre les réactions des populations à ce sujet au micro d'Ahmed Traoré. Le recensement, c'est une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir combien de personnes assurent une surface de terre bien donnée. Donc, s'il y a une opération pour savoir combien de personnes nous avons en Côte d'Ivoire, je crois que c'est une bonne chose. Il faut ouvrir ses portes aux agents recenseurs, tout simplement. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet de savoir les conditions réelles des uns et des autres. Et ça permet de mettre des politiques en place afin que le pays puisse avancer dans une bonne optique. Je vais demander à tout un chacun de se faire recenser, c'est très important. C'est une bonne initiative d'abord même pour le gouvernement, ce qu'il fait, au moins pour connaître la population, pour savoir nous sommes combien réellement. Mais en tout cas, c'est très bon. Je demande à la population de se faire recenser, au moins pour donner le taux réel au gouvernement pour qu'il puisse savoir il y a combien d'habitants qui résident en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le recensement général, voilà, c'est quand même une belle initiative de la part de l'État. Ça permet quand même de pouvoir avoir une situation démographique du pays. Et puis bon, voilà, ça permet quand même à l'État de pouvoir faire des projets d'emploi pour nous, tout ça. Donc vraiment, c'est une très belle chose et vraiment, c'est à encourager. Pour qu'un pays avance, il faudrait quand même avoir une idée des différentes conditions de vie des populations et tout ça. Donc en tout cas, c'est une bonne initiative. Je voudrais exhorter chacun à accueillir de façon hospitalière les différents éléments qui viennent pour recenser et puis nous donner aussi de bonnes informations quand même pour pouvoir aider le pays. La Côte d'Ivoire a entamé son 5e recensement général de la population et de l'habitat après ceux de 1975, 1988, 1998 et 2014. Plus de 38 000 enquêteurs sont mobilisés pour ce recensement, dont le budget s'élève à 23,9 milliards de francs CFA. À l'instar de tous les recensements généraux, le RGPH 2021 consistera à recueillir des données démographiques, sociales et économiques sur toute la population vivant sur le territoire national. Ces informations serviront à la planification, au suivi, à l'évaluation des politiques publiques et privées dans notre pays. Alors comment se déroule ce recensement ? Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain? Pour en parler, je reçois M. Akadoré, coordonnateur technique du recensement à l'INS. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Je vois que vous êtes en tenue de combat là. Bien sûr. Et face à vous, M. Assalé Tiomoko, journaliste, directeur général de l'Éléphant déchaîné, mais aussi député-maire de Tiasalé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors, messieurs, très rapidement, on va revenir sur le précédent recensement, donc en 2014, qui avait dénombré 22,7 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous sommairement nous faire finalement la cartographie de la Côte d'Ivoire de 2014 ? Merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir déjà de ce recensement, qui est le 4e du genre en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est peuplée d'une population assez jeune, que l'ensemble répartit presque équitablement entre hommes et femmes. Et nous avons moins de à peu près 77% de la population qui a été recensée comme faisant partie des jeunes. Nous notons également que une quasi-parité entre la population urbaine et la population rurale, mais avec une légère, un taux un peu plus élevé en milieu rural, qui est de l'ordre de 53% et 47% en ville. D'accord, donc vous nous dites qu'on a une population jeune, autant d'hommes que de femmes, en tout cas, voilà, il n'y a pas de grande différence, pas de grand écart. Autant de personnes qui vivent en zone urbaine qu'en zone rurale, enfin, avec peut-être plus de monde en zone rurale, une légère avance. Donc ça, c'est la Côte d'Ivoire de 2014. Alors, une évaluation du RGPH 2014, initiée par le gouvernement avec l'appui de l'UNFPA, a relevé un certain nombre d'insuffisances d'ordre technique, financier et politique. Assalé Tiomoko, quel souvenir gardez-vous de ce précédent recensement ?
Alors, merci. Je me souviens qu'en 2014, là, j'étais en plein dans le journalisme, j'allais dire à 100%, et on avait suivi un peu le recensement. Et on avait vu sur le terrain qu'il y avait beaucoup de difficultés, que l'opération donnait même l'impression qu'elle n'avait pas été très bien préparée. La preuve, il y a eu plusieurs prolongations pour corriger, mais au final, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, ça c'était très clair dessus. Il y a eu trop de difficultés en 2014, donc on avait espéré qu'en 2021, tirant les leçons de 2014, les choses seraient mieux organisées. Bon, il y a quelques difficultés, mais tout à l'heure on va en parler, vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés aussi sur le terrain. D'accord, mais justement, on nous dit du recensement en Côte d'Ivoire qui doit avoir lieu tous les 10 ans. Ça a été vrai pour 78 et 88. Là, le dernier remonte à 5 ans. Il y a eu des difficultés. Comment se fait-il que vous n'ayez... Bon, pourquoi déjà le faire maintenant? Est-ce que c'est pour parfaire le précédent? Expliquez-nous déjà, pourquoi le faire au bout de 5 ans au lieu de 10 ans? Ah oui, il faut le noter, c'est depuis 88 que l'État a décidé d'organiser le recensement de façon décennale. C'est ainsi qu'après 88, il y a eu le recensement de 98 et il devait avoir le recensement de 2008. Vous vous souvenez que pendant la période, la Côte d'Ivoire traversait une crise sociopolitique qui n'a pas permis de réaliser le recensement en 2008. Et ainsi, nous avons attendu un peu plus de 16 ans plus tard pour organiser le recensement de 2014. Mais il faut noter également que ce recensement de 2014 est un recensement de sortie des crises, qu'on appelle recensement de sortie des crises. Parce que toutes les conditions n'étaient pas encore réunies pour réaliser un bon recensement, mais compte tenu du fait que l'État qui s'était mis, le gouvernement qui était mis en place avait besoin de données un peu plus actualisées, alors nous avons voulu organiser ce recensement-là avec tout ce que nous avons connu comme difficultés d'ordre technique, mais également d'ordre environnemental. Mais c'était aussi pour préparer l'élection de 2015? Non. Est-ce que ça n'a pas du tout... Pas du tout. D'accord, été déterminant dans le choix de la date? Pas du tout. D'accord. Mais il le disait à l'instant, Saïté Moko, le recensement vient de démarrer et rencontre déjà beaucoup de difficultés, en tout cas quelques failles. Vous avez démarré avec une semaine de retard, le délai vient d'être allongé, donc il prendra fin le 7 décembre, le du 28 novembre. On a le sentiment que c'est, comme il disait, le même scénario qu'en 2014. En 5 ans, vous n'avez pas pu améliorer les choses? Non, pour ceux qui ont suivi le recensement de 2014, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. Du fait déjà qu'en 2014, nous expérimentions le recensement électronique, puisque avant ça, c'était le recensement sur papier que nous faisions. Et la Côte d'Ivoire s'inscrivait à ce moment-là parmi les premiers pays en Afrique à expérimenter la version électronique du recensement. Donc il y a eu des problèmes d'ordre technique qui étaient liés à l'inexpérience en matière d'utilisation des tablettes et autres pour faire le recensement. Mais il y avait également des problèmes d'ordre organisationnel qui ne nous ont pas permis. En 2021, il y a eu beaucoup de choses qui ont été corrigées. Au niveau de l'organisation du recensement, il y a déjà ce qui a l'innovation que je peux vous relever. Il y a d'abord un cadre institutionnel bien ficelé qui a été mis en place et fonctionnel. Lorsque nous faisons la comparaison avec 2014, ce cadre institutionnel qui est composé d'un organe de décision présidé par M. le Premier ministre qui a tenu des réunions. Nous avons un organe de suivi qui est le comité technique du recensement qui a validé tous les documents techniques qui nous servent au recensement. Et puis il y a un bureau technique permanent dirigé par le coordonnateur technique que je suis et qui élabore, qui fait l'exécution du recensement. Donc ce cadre institutionnel déjà bien organisé nous a permis de mieux asseoir l'organisation du recensement. Mais visiblement, n'a pas empêché quelques couacs au démarrage. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que finalement, que j'explique la raison de la présence d'Assaïté Moko en tant que député maire, vous avez énuméré publiquement un certain nombre de difficultés, de failles sur le terrain. Quelles sont ces difficultés que vous avez observées? Il faut dire que j'avais parcouru un peu certaines zones de ma localité pour constater de visu les conditions dans lesquelles l'opération se faisait. Et puis j'avais eu l'occasion aussi de sortir de ma zone pour aller dans la zone de Gagnoua, où j'avais
également observé qu'il y avait quelques difficultés. Et en revenant dans ma zone, j'ai entendu quelques superviseurs, écouté les sous-préfets, les préfets. Et le tableau qu'ils m'avaient peint à l'époque n'était pas très reluisant. D'ailleurs, même le constat était sur le terrain. Beaucoup d'agents n'étaient pas mobiles, n'avaient pas de moyens pour se déplacer. Les bases dans la région leur demandaient de prendre des motos en location en payant parfois 100 000 francs d'avance, alors que ça remontait à près de 800 000 et 1 million. Donc les gens refusaient de donner leur moto et par conséquent, les agents ne pouvaient pas se déplacer. Il y a des zones du pays où il n'y a pas de connexion Internet. Et donc les agents sont tenus souvent de revenir à la base à des kilomètres. Et ils n'ont pas de moyens de déplacement. C'est une période où il pleut, même en décembre, en novembre, là, et donc les populations vont dans les champs, ne sont disponibles qu'à partir du soir. Et comme les agents n'ont pas de mobilité, dès qu'il est 16h, 17h, ils préfèrent replier que de rester dans l'obscurité. Donc tout ça, beaucoup d'agents disaient qu'ils n'avaient pas de nourriture. On avait demandé aux chefs de village de les héberger et de les aider à se nourrir. Les chefs ont fait ça pendant 2 ou 3 jours. Ils aussi avaient les mains fatiguées, ils ont abandonné. Donc il y avait tous ces éléments qui faisaient que pratiquement 2 semaines après le lancement de l'opération d'Amazon, à Tiasalé, on était à moins de 10% de couverture. Et j'étais au Parlement, au cours d'une session, madame la ministre était là. Et donc j'ai dû l'interpeller pour dire, mais madame, l'opération que vous avez lancée, ça fait 2 semaines, mais sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose, qu'on est en train d'aller vers la fin, on n'a même pas atteint encore 10%. Et donc c'est pour ça que j'ai fait la publication qui a fait le tour de la toile pour interpeller les autorités pour que les choses soient corrigées. Et je constate qu'après cela, beaucoup de choses ont été très rapidement corrigées. Et je pense qu'aujourd'hui, les résultats qu'on a sur le terrain, qui sont très récents que j'ai, démontrent qu'avec la prolongation, on peut atteindre des scores assez élevés. Mais quand il nous parle de 10%, ça ne concerne que sa zone, mais c'est peut-être vrai. Moi aussi, j'ai fait un petit recensement, si je peux me permettre, peut-être, on va dire, un mini-sondage. J'ai demandé, ici même à la RTI, en salle de réunion, qui avait eu la visite de vos agents. Personne n'a levé la main. Et moi non plus. Donc, dites-nous où vous en êtes dans l'avancée, dans l'exécution de ce recensement. Effectivement, on ne peut pas nier les faits. Le recensement est une grosse opération. D'autant plus que nous brassons un très grand nombre d'agents recenseurs et que l'opération se déroule de façon simultanée sur l'ensemble du territoire national, avec ce que nous connaissons comme diversité dans le développement de ces différentes régions en termes de mobilité, en termes de niveau d'alphabétisation, etc. On ne nie pas le problème de mobilité. Ça fait partie des difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. Mais ce sont des difficultés qui sont localisées dans certaines zones, notamment les zones de forêt. Quand vous prenez, par exemple, au moment où l'honorable peut-être avait ses statistiques, au niveau du Nord, les statistiques, les données étaient un peu plus élevées. Il faut dire que, je voudrais revenir vraiment sur le problème de mobilité des agents. Effectivement, nous avions, au moment de la cartographie, prévu ces difficultés que nous allions rencontrer. Mais il y a eu certains aléas que nous ne maîtrisons pas, notamment la pluviométrie. Vous savez qu'au mois de novembre, généralement, nous entrons dans la petite saison sèche. Mais nous constatons maintenant, avec les changements climatiques, qu'il pleut même encore plus en novembre qu'il a plu en juin. Voilà, donc c'est des faits que vous pouvez dire peut-être que nous aurions dû prévoir cela, mais évidemment, nous l'avons prévu. Mais les motos que nous avons mis à la disposition des agents se sont avérés insuffisants. Et donc, il fallait procéder à des locations de motos suivant les zones qui en avaient besoin. Et c'est ce que nous avons essayé de corriger au fur et à mesure, puisque les faits devaient nous être rapportés au fur et à mesure que les agents évoluaient sur le terrain pour que le gouvernement puisse corriger. Donc ça veut dire que ces difficultés, vous en avez eu connaissance grâce à sa publication, avant vos agents sur le terrain à Tiasalé ? Pas du tout. Mais ça fait partie des informations qui nous remontent du terrain, mais ce n'est pas la publication de l'honorable qui nous a fait connaître ces difficultés. Nous les savions depuis, avant même qu'il ne fasse. Et ce n'est pas faux, ce qu'il a relevé. D'autres régions l'ont relevé également, notamment les zones forestières, où nous avons beaucoup de campements que nous devions recenser.
Mais là, on en est où concrètement au niveau de l'objectif à atteindre? Et parler de la couverture du territoire national, on en est où? J'imagine qu'il y a des... Là, de même, Cocody, on a l'impression qu'il n'y a pas de recensement à Abidjan. Ah si, à Cocody, il y a du recensement. Il y a le recensement qui se déroule. Et nous avons des chiffres. Vous savez que... Donc je devrais être visité avant le 7 décembre? Vous me garantissez que... Bien sûr. D'accord. Si vous êtes disponible, bien sûr. On se le rendra. Voilà. Vous savez que parmi les innovations que nous avons faites pour cette année, nous avons un suivi journalier de la collecte des informations sur le terrain. Nous avons un serveur au niveau de notre bureau qui suit au jour le jour la remontée des informations, qui nous permet de faire le suivi et de calculer les taux d'achèvement, d'analyser même les données qui nous parlent. Et là, on en est où au niveau de la couverture nationale? Au niveau de la couverture nationale, nous sommes pratiquement à 80%. 80%, vous nous dites? Oui. Donc le 7 décembre, il n'y aura pas de prolongation? Il n'y aura pas de prolongation. Les 80%, je voudrais signaler que les 80% ne prennent pas en compte les difficultés de remontée des informations par rapport à la couverture Internet dont l'honorable a parlé tout à l'heure. Parce que les données doivent nous être remontées sur le serveur. Nous avons plusieurs méthodes de récupération des données. Il y a les récupérations physiques que nous faisons à partir des clés, mais il y a également les remontées par transfert Internet. Et c'est les informations que je vous donne pour les 80%, ce sont des informations que nous avons sur notre serveur. Voilà. C'est compris. J'aimerais qu'on s'intéresse encore à l'organisation. Vous me disiez en préparant l'émission que, et ça m'a un peu surprise, que les élus locaux n'ont pas été sollicités puisque c'est une opération de proximité. Pourquoi les acteurs locaux n'ont pas été C'est l'un des reproches que j'ai fait sollicités à l'INS. Peut-être que dans les années à venir, il faudra réfléchir, faire une réflexion là-dessus. Le programme tel qu'il est déployé est un programme qui ne peut se faire que dans la proximité. Dans les zones à forte densité rurale, il y a des élus locaux qui auraient pu être associés à l'opération. Moi, je sais qu'il y a eu plusieurs réunions à Yamoussoukro avec le corps préfectoral, mais nous, en tant que maire, en tant que député, jamais on n'a été associés à aucune réunion dans notre localité par rapport au recensement. Or, vous savez que par rapport au contexte politique en Côte d'Ivoire, quand on parle de recensement, quand on parle d'enrôlement électoral, il y a eu des moments où des partis politiques avaient diffusé des discours disant aux populations de ne pas se faire enrôler. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des zones où il y a quelques difficultés, les sous-préfets sont obligés d'aller faire du porte-à-porte pour dire aux populations, ça n'a rien à voir avec une élection, c'est par rapport à savoir combien vous êtes dans la ville ici, que les gens aillent se faire enrôler. Il y en a qui ne veulent pas partir parce qu'on leur a dit, il y a 10 ans, on leur a dit il y a 8 ans que ne vous faites pas enrôler parce qu'on va vous prendre pour aller mettre dans les unes, donc ne vous faites pas enrôler. Et personne n'est passé pour leur dire la chose s'est calmée, maintenant il faut vous faire enrôler. Et donc beaucoup de populations ont ça dans la tête. Par conséquent, ils ne se font pas enrôler. Donc j'estime qu'on aurait pu associer le Parlement, les députés. On aurait pu les accompagner, les aider à aller sur le terrain 2 semaines avant le lancement de l'opération pour que dans les localités qui maîtrisent plus que n'importe qui, ils puissent passer le message. Moi, j'ai dû, après avoir échangé avec Madame la ministre, j'ai dû demander au préfet qu'on travaille ensemble, qu'on convoque une réunion de toutes les couches de la zone. Une réunion qu'on a faite, on a convoqué tout le monde. Et ça a boosté l'opération. Aujourd'hui, les chiffres que je peux vous donner sont des chiffres extraordinaires parce que chacun a compris maintenant que ça n'avait rien à voir avec l'élection, ça n'avait rien à voir avec le président de la République, ni avec un président de l'opposition, ça n'avait rien à voir. Donc tout ça, les élus locaux auraient pu être associés et ça aurait fait bouger la machine plus rapidement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure du cadre institutionnel qui avait été mis en place. Ce cadre institutionnel a des démembrements au niveau local. Nous avons créé des comités locaux, notamment des comités préfectoraux, des comités sous-préfectoraux et puis des comités communaux. Et au sein de ces comités siégeaient la société civile, les représentants des partis politiques, les leaders communautaires, les leaders des jeunes, les guides religieux, avec qui nous avons tenu des réunions histoire de propager, de faire la sensibilisation. Mais pas les élus. Les chefs de village également. Mais pas les élus. Les élus, il faut dire que nous avons eu... il fallait faire très attention par rapport à cette opération de recensement qui est une opération de développement. Et mettre en avant tout de suite les élus pourrait créer l'amalgame au sein de la population. Et c'est peut-être ce juste milieu que nous avons voulu éviter sans trop impliquer les élus pour ne pas que la population se dise encore
voici une affaire politique, etc. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous pourquoi politisons... vous craignez qu'il en profite lors d'une campagne électorale? C'est une mauvaise approche. Je pense qu'il faut pouvoir en tenir compte. Les élus sont les représentants, les premiers représentants des populations sur le terrain. Moi, j'ai dû, à titre personnel, quand j'ai vu qu'on était à moins de 9% dans ma circonscription, à Morocco, j'ai dû sortir de ma poche de l'argent que j'ai dû aller mettre à Madame le sous-préfet pour l'aider à organiser l'opération sur le terrain, trouver des motos, trouver du carburant pour que les jeunes puissent aller dans les campements. Parce que je l'ai fait à titre personnel. Oui. Voyez, donc, je vais terminer dessus. Mais ça, en 5 jours, on est passé de 9% à 56%. On vous remercie parce que je l'ai fait. Donc, il faut associer les élus. Ce n'est pas une affaire de politique politicienne. On parle de recensement. Ça n'a d'objectif que par rapport à ce qu'on veut comprendre combien d'Ivoiriens sont sur le territoire, combien d'étrangers sont sur le territoire, et pour permettre au pays de faire la planification du développement. Ça n'a strictement rien à voir avec les élections pour que des partis politiques le récupèrent pour dire on va vous mobiliser. Là où c'est étonnant, c'est que les partis politiques, vous les avez associés, vous m'avez dit, dans ce cadre de concertation. Oui, dans les comités locaux, il y a les représentants des partis politiques. Je pense qu'à ce niveau-là, ces partis-là pouvaient déjà intervenir auprès de la population ou bien relayer l'information auprès de leur parti pour que chacun joue sa partition. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des difficultés. Sinon, toutes ces sensibilités ont été associées et ont été prises en compte au niveau des comités locaux. Alors, le recensement sert à établir le fichier électoral et le découpage électoral, vous allez nous le confirmer, qui sont régulièrement source de tensions. Vous souhaitiez l'implication des partis politiques, ils nous confirment leur présence. C'est pourquoi? C'est pour rassurer les populations ou déjà rassurer les partis politiques et puis apaiser les tensions? C'est pour ça? Et vous pensez que c'est une bonne chose? Non, moi je pense qu'il ne faut pas se faire peur pour rien. Quand on a un objectif à atteindre, qu'on veut savoir combien d'Ivoiriens sont sur le sol de la Côte d'Ivoire, il faut impliquer toutes les couches. Je pense que c'est important. Il y a des zones où les agents sont arrivés, les populations ont carrément dit qu'elles n'ont pas été informées de ce qu'on venait les recenser. Donc, ne sachant pas quel était l'objectif de l'opération, ils ne peuvent pas se faire recenser. Ils se lèvent très tôt, ils vont au champ, ils reviennent la nuit. Et donc, il y a des zones où, si on ne fait pas attention, les gens ne seront pas recensés parce que dans l'esprit des populations, c'est une opération pour faire autre chose. Or, en mettant au devant les chefs, parce que quand on fait les réunions, les chefs de village à la sous-préfecture, ils viennent pour faire la réunion, mais après ils retournent sur le terrain. Ils n'ont aucun moyen pour se déplacer pour aller informer les populations dans leur localité. Le chef, il reste dans le village central, mais les campements qui sont autour du village, personne n'y va là-bas pour informer les gens. Un matin, ils voient les gens arriver à moto pour dire on vient pour vous recenser. Ils n'ont été informés de rien du tout. Et donc, ça crée des suspicions et les gens ne font pas de tout. Donc, je pense que les acteurs politiques et les élus locaux, ce sont les premiers maillons qui peuvent passer un message très clair. Pour la plupart, c'est des intellectuels. Donc, il ne faut pas de confusion entre le recensement démographique et le recensement électoral. Oui. C'est très important de faire ça. C'est ça. Donc, expliquez-nous justement. Oui, mais je pense que... Parce que dans l'esprit des gens, ça porte à confusion. Il y a une sensibilisation qui a été menée quand même à un certain niveau. Les préfets et les sous-préfets ont eu pour mission, il y a une feuille de route qui a été donnée à ces différentes autorités. Je pense qu'au niveau national, pour faire passer un message, il n'y a pas meilleur moyen que de le faire passer par les autorités administratives qui sont dans nos régions. Les préfets, aux sous-préfets, les sous-préfets, aux chefs du village, avec les tournées qu'ils font dans les villages pour informer la population. Moi, il y a eu des régions où des chefs du village nous ont rapporté qu'ils n'ont jamais été informés du recensement. Et lorsque nous avons appelé nos représentants dans ces régions, le sous-préfet a fait venir son agenda de visite des différents villages. Et ce chef du village qui dit qu'il n'a jamais été informé, a été informé. Mais donc, il y a de la mauvaise foi. Le sous-préfet est rentré. Il y a de la mauvaise foi de la part. Nous constatons tous. D'accord. Voilà, nous constatons tous, parce qu'avec les preuves que nous avons eues, ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a de la mauvaise foi. Mais les sous-préfets, nous savons que les sous-préfets ont fait des tournées au niveau des villages. Et nous savons qu'au sein de nos villages, il y a des réunions hebdomadaires qui se tiennent et que des informations sont passées. Alors, expliquez-nous rapidement, parce que les gens font ce lien entre le fichier électoral, le recensement et l'aspect politique. Expliquez-nous, déjà, quelle est la prochaine étape de toutes ces données que vous allez recueillir? C'est quoi la prochaine étape pour l'INS? D'abord, il faut dire que le recensement général de la population n'est pas un recensement électoral. Parce que le recensement, la première différence, c'est que le recensement général de la population recense toute la population qui réside sur le territoire national, quel que soit l'âge et quelle que soit la nationalité. Ce qui n'est pas le cas pour le recensement électoral
qui est réservé aux Ivoiriens à partir d'un certain âge. Mais le recensement électoral peut utiliser la base de données du recensement général de la population pour faire sa planification au niveau de chaque région. Déjà, ça donne une idée de la population électorale de chaque région, puisque nous avons une opération qui est exhaustive, qui va jusqu'au dernier campement de chaque localité. Et c'est une base d'information que la CEI peut utiliser pour planifier le recensement électoral. Mais ça n'a rien à voir, parce que c'est une opération à but de développement qui permet de donner à l'État les informations nécessaires pour planifier le développement. C'est ça la différence, la grande différence. Et quand est-ce qu'on a accès aux conclusions? Par exemple, l'élu, comme ça a été évoqué aussi, il en a besoin pour justement améliorer. À quel moment vous distribuez toutes ces conclusions aux autorités? Nous, on aura accès à toutes ces informations? Les données, oui, les données sont accessibles. Les données que nous collectons sont traitées. Et déjà, il faut dire que ce sont des données anonymes parce que les noms que nous enregistrons pendant le recensement ne figurent pas dans nos fichiers. Mais est-ce qu'il y a un aspect ethnique dans ce recensement ou pas du tout? Un aspect ethnique, comme vous nous dites, il y a des étrangers, des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a des pays où on n'a pas le droit d'avoir des recensements basés sur les origines? Est-ce qu'il y a cet aspect-là? On ne peut pas occulter ça. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas interdit ce fait-là. Oui. Parce que nous avons un brassage de population énorme sur le territoire national. Il n'est pas mauvais de savoir combien nous sommes par ethnie, par nationalité. Voilà. Donc, ça fait partie des faits sociaux dont l'État a besoin pour faire son développement. Dernier mot peut-être sur l'importance de ce recensement. En tant que citoyen et en tant qu'élu. Je vous avais posé une question que je n'ai pas achevée par rapport au traitement que nous faisons. Oui. Donc nous avons des statistiques que nous mettons en place et qui sont mises à la disposition de tout utilisateur de données. D'accord. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être saluer la réactivité du ministère du Plan et du Développement, avec qui je suis en contact en permanence pour travailler à corriger, en tout cas dans ma zone, un certain nombre de difficultés. Et d'ailleurs, cela se déploie à travers la Côte d'Ivoire. Chaque fois que l'information remonte, il y a une vraie réactivité et c'est ce qu'il faut saluer. Il reste quelques jours encore pour corriger. Moi, j'ai eu accès à une carte au 30 novembre 2021, 2 jours après la prolongation. Et la carte, elle est très claire. Hein. Il y a des zones où on était à moins de 50%. Quand je peux citer Bongwanou, je peux citer Bio, Zouamounien. Et puis il y a des zones où on a plus de 70%, comme Odiéné, à Beauville, Grand Laou. Et puis il y a des zones où on est à plus de 80%, hein, comme Morocco, comme d'autres zones comme Bondoukou, Niablé, à Bangourou. Donc il y a une vraie progression. Et il faut espérer que ça se passe ainsi pour qu'au 7 décembre, on ait une vraie vision, une vraie visibilité sur le nombre de personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer l'honorable que de 52% au 28 novembre sont passés à 83% à Tiasalé. Oui, justement non, mais ça dépend de la réunion qu'on a faite lundi et où on a remobilisé les gens grâce à Madame la ministre. Merci, on vous dit merci pour ça. Voilà. C'est une affaire de tout le monde. Voilà, donc tout le monde doit y mettre le sien. Donc, on n'y a pas souci au départ. Donc je sens que ça, je dénonce cela. Je sens que tout le monde est tombé d'accord finalement. Voilà. Donc on va rester sur cette note d'optimisme et inciter les populations à se faire recenser. Et moi, je vous le dirai si d'ici le 7 décembre, j'ai reçu la visite de vos services. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que tous ceux qui veulent se faire recenser se fassent recenser. C'est noté. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis et restés sur RT1. Excellent week-end à tous. Merci.